Il est 9h35, on ouvre le chapitre municipal avec le scrutin qui arrive dimanche. Et nous sommes donc avec Nicolas Pouvron-Monti, que vous connaissez, qui est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Alors, on a appris des choses en vous écoutant ce matin avec Romain Desarbres. Et ce qu'on apprend, c'est combien les municipalités peuvent favoriser une immigration qui est déjà massive et qui n'est sans doute pas souhaitée par ceux qui voteront même pour Emmanuel Grégoire ou pour Johanna Rolland, et qui auront des conséquences de cela. Comment ça se passe ? Alors il y a effectivement des marges de manœuvre des mairies dont on parle peu et qui sont pourtant des éléments sur lesquels les maires ont un petit pouvoir non négligeable pour choisir si leur ville va aller au-devant de l'accélération migratoire qui concerne tout le pays, ou à l'inverse, s'ils souhaitent les en préserver pour une raison ou l'autre. Il y a trois grandes façons d'agir pour ces maires-là. Il y a d'une part, vous l'avez évoqué Pascal, tout le continent des subventions, qui entretient un écosystème essentiellement associatif favorable à certains types d'immigration, notamment aux demandeurs d'asile, notamment à l'immigration irrégulière. C'est ce qui est assumé par exemple par la ville de Nantes, mais aussi par la ville de Paris, mais aussi par Marseille ou Lyon, qui font partie d'une association qui s'appelle l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui s'engage en faveur d'un accueil inconditionnel, c'est dans la charte, accueil inconditionnel de l'immigration, donc les subventions jouent un rôle. Le deuxième levier, c'est le logement. Clairement, le logement social étant marqué par une très forte surreprésentation de l'immigration, les immigrés vivent en moyenne 3 fois plus souvent en HLM que les Français sans ascendance migratoire. Choisir de construire plus de logements sociaux, c'est aussi choisir de changer la démographie de sa ville. Et puis le troisième levier dont on parle peu, mais qui là concerne vraiment directement l'immigration, ce sont les pouvoirs des maires dans certaines procédures. Ils sont par exemple sollicités pour avis au moment des procédures de regroupement familial. Beaucoup ne font pas usage de ces pouvoirs. Parfois par idéologie, le plus souvent parce qu'ils ont d'autres priorités. Mais puisqu'il s'agit clairement d'une priorité de leurs électeurs, ça devrait aussi faire partie des sujets sur lesquels les candidats s'engagent. Mais moi, je trouve que c'est fondamental ce que vous dites. Je suis très étonné parfois du vote des uns et des autres qui regrettent des conséquences de leur vote alors qu'ils ont voté pour ces politiques. Lorsque vous dites changer la démographie d'une ville, c'est ce qui s'est passé à Nantes, où on change parce que pour des raisons purement électorales, c'est pas pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on fabrique des pauvres. Et on fabrique des pauvres parce que c'est des gens qui voteront, c'est les électeurs de demain. Donc ça, c'est très très important. Cette affaire du logement que vous mettez en place, 40% des logements neufs pour les réseaux sociaux à Paris, mais aussi à Nantes. Mais bien sûr. Et de ce point de vue-là, le cas de Nantes est quand même très frappant parce qu'il suffit de voir la trajectoire de Nantes depuis les années 2000. En 2006, Nantes, c'était une ville qui avait une population immigrée inférieure à la moyenne nationale. Aujourd'hui, elle est supérieure à la moyenne nationale. La population immigrée à Nantes a doublé depuis 2006. Elle a augmenté 2 fois plus vite que sur le reste du territoire. Et ça a évidemment à voir, entre autres choses, avec les politiques municipales du logement et aussi avec cet écosystème local qui est nourri par la municipalité. Bon, les chiffres que vous donnez, je ne peux pas les vérifier. J'imagine qu'ils ne sont pas contestés. Par exemple, quand vous dites à Nantes, entre 2006 et aujourd'hui, la population immigrée a doublé, c'est un chiffre qui est incontestable. Ce sont les données du recensement de la population. D'accord. Et il suffit d'ailleurs de se balader dans la ville. Ah oui, il suffit, tous les Nantais qui se baladent dans la ville constatent ça au quotidien. Eugénie Bastier. Je voulais vous poser une question sur le cas de Saint-Denis, parce qu'à Saint-Denis, on a appris que le maire qui a été élu au premier tour a été élu avec 13 000 voix, je crois. Parce que, en réalité, je crois qu'il n'y a qu'un tiers de la population de Saint-Denis qui est inscrit au collège électoral et que ça veut dire que les 2 autres tiers sont des étrangers ? Alors, ça veut dire que les 2 autres tiers, soit sont des étrangers, soit sont des Français non ou mal inscrits ou des mineurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a à Saint-Denis quasiment 40% de la population qui est immigrée au sens strict, c'est-à-dire qui est née étrangère à l'étranger. Donc c'est 4 fois plus que la moyenne nationale, avec des phénomènes là aussi de consolidation, notamment dans le logement social. On a plus de la moitié des logements sociaux à Saint-Denis qui sont occupés par des ménages immigrés. On a 39% des immigrés à Saint-Denis qui sont sans emploi, c'est 10 points de plus que les non-immigrés. Et donc c'est effectivement un terrain électoral qui est statistiquement plus favorable à la France insoumise. On avait pu vérifier ça au moment de la présidentielle de 2022. On avait pris 2 territoires dans lesquels il y a une forte immigration globalement, qui sont la Seine-Saint-Denis et Marseille. Et on avait comparé le vote pour la France insoumise en 2022 et la part des 0-18 ans d'origine extra-européenne en 2017, d'une commune à l'autre et d'un arrondissement à l'autre. Et on arrivait à une corrélation que les statisticiens qualifient de quasi parfaite, une corrélation de l'ordre de 90%. Donc c'est évidemment l'un des facteurs d'explication du vote à Saint-Denis. Nicolas, je voulais vous poser une question. Je vous en prie. Vous avez posé l'idée de la surreprésentation de l'immigration dans les logements sociaux. Moi, j'ai entendu un chiffre, et j'aimerais que vous le confirmiez. On dit que 2,5 millions de ménages en France attendent
un logement social. Oui, et c'est même probablement plus de 3 millions en vérité. C'est d'autant plus paradoxal qu'on a un parc de logements sociaux en France qui est gigantesque. La France a, elle seule, un quart des logements sociaux dans toute l'Union européenne. Mais il est vrai que ces dernières décennies, le logement social s'est notamment spécialisé dans l'accueil de l'immigration et de certaines immigrations en particulier. Je disais un tiers des immigrés vivant en logement social, mais c'est jusqu'à la moitié des immigrés algériens, 60% des immigrés maliens ou sénégalais. Donc il y a un phénomène de saturation qui est évident. Bon, on voulait faire un focus avec vous là-dessus et je salue Florian Bachelier à Rennes qui me précise que Rennes Métropole, avec Madame Appéré, est aussi membre d'Envita. Voilà, l'Envita. Et subventionne SOS Méditerranée. Par exemple, SOS Méditerranée. Donc la population immigrée à Rennes, me dit-il, a quasiment doublé en part relative en 15 ans. La hausse est nettement plus rapide que la moyenne nationale sur la même période. Mais tout ça se fait effectivement pour gagner des voix. Et après, c'est quasiment impossible, et on le voit bien à Nantes, de récupérer une ville. Même la bataille va être très rude. Mais parce que quand la gauche prend le pouvoir dans une ville, elle ne le rend plus parce qu'elle met en place, et c'est ce qui se passe à Paris, où Paris s'est incroyablement gauchisé ces dernières années, et on voit la difficulté de l'alternance pour des raisons qui me paraissent claires, et celles que vous venez d'expliquer à l'instant. Je dois vous dire également que M. Léaumont était ce matin sur l'antenne de Sud Radio et vous avez vu ce qu'il a déclaré. Antoine Léaumont a dit: vous pensez vraiment que si la France insoumise arrivait au pouvoir, nous menacerions les personnes juives, nous augmenterions le SMIC aussi pour les personnes juives, Monsieur Léaumont. Mais, non, c'est pas possible. Mais je vais vous dire, moi j'ai écouté ce matin sur les radios Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est possible. Je ne suis pas certain qu'il faille maintenant le passer en boucle. Parce qu'effectivement, ça excite. Il y a une phrase formidable dans Les rayons et les ombres. Les mots des salauds arment le bras des imbéciles. Ouais. Les mots des salauds arment les bras des imbéciles. Et qui a dit ça? C'est Raymond Lindon, qui était le procureur de la République au procès de Jean Lucher en 1946, qui est un journaliste, homme politique, engagé à gauche d'ailleurs, collaborationniste, qui sera fusillé. Ouais. Moi, je crois que ces élections municipales démontrent une chose, c'est que la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon ne fonctionne pas et qu'il n'y aura jamais de cordon sanitaire à gauche autour de la France insoumise. Et la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on tire de ce constat? La gauche ne fera pas de cordon sanitaire autour de la France insoumise. La question que peut se poser la droite, c'est pourquoi la droite, elle, continue à se priver de l'union des droites alors que l'union des gauches se pratique de façon insensée, qui s'allie avec des antisémites sans aucun problème. Et la droite, elle, continue à vouloir maintenir une espèce de cordon sanitaire. Moi, je trouve que c'est ça la leçon qu'il peut tirer de ces municipales. La leçon de ces municipales, pour moi, c'est que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont nous tuer. Hein. Vraiment. Oui. Non, mais je suis désolée, ce genre. Enfin, on est beaucoup. Alors, quand vous dites nous, vous parlez en tant que personne. En tant que personne, en tant que justement avec ces histoires de racisés, ces histoires de racisés, ces histoires d'antisémitisme. Mais quand vous dites nous, c'est qui derrière ce nous? Les citoyens, la démocratie, ils vont tuer la démocratie, ils vont tuer les citoyens. Bien sûr, c'est métaphorique. Bon. Mais c'est ce qu'ils mettent en place. Je me tourne vers l'ancien député Georges Fenech. 40% du logement social, évidemment, c'est une loi, mais ça aussi, les députés ont fait. Ben si. Non, la loi SRU. Pourquoi avons-nous voté une loi qui oblige 25%. Oui, 25%. Oui. C'est 25%. Oui, alors vous avez raison. Des mairies qui sont en dessous et qui. Mais pourquoi on a voté cette loi? Mais pourquoi on a voté cette loi? Pourquoi on a voté cette loi? Oui, pourquoi on a voté cette loi? Je suis désolé, les députés une nouvelle fois font n'importe quoi. La mixité sociale. Mais vous n'avez pas voté. 25%. Bon, c'est pas possible partout d'ailleurs. Hein. Il y a des maires qui préfèrent payer des amendes financières. Pardonnez-moi. Et puis il y a ceux qui montent à 40%. Oui, mais il y a des effets pervers de cela. Oui. Et on les voit bien. Donc une nouvelle logement social. Il faut du logement social, mais de manière raisonnable. Voilà. Bon, Georges Fenech. Bon, j'ai dit que je vous avais. Mais qu'est-ce qui vous choque? J'ai dit que je ne veux. Parce qu'avec vous, rien ne bouge. Je vous connais surtout. Vous êtes le monsieur surtout. Rien ne bouge jamais. Vous avez bonnes idées, comme a dit Eric Revel tout à l'heure. Bah non, écoutez, je suis désolé. Qu'est-ce que vous proposez pour le logement social? Construire des logements peut-être. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas en construire. Voilà. On construit très très peu et pas assez. Oui. Donc évidemment, ça crée ça tire les prix vers le haut. Oui. Toulouse, merci.
Merci beaucoup, Nicolas Pouvreau-Monti, et c'était passionnant de vous écouter. Toulouse, alors Toulouse, intéressant ce qui se passe à Toulouse. 350 personnalités de Toulouse ont appelé mercredi à voter Jean-Luc Moudenc dimanche prochain lors du 2e tour des élections municipales. Et vous avez beaucoup de sportifs, et notamment Guy Novès, ancien joueur. Vincent Clerc, Xavier Garba, Josa, Dominique Arribagé, qui est un joueur de football. Et vous voyez la séquence hier avec M. Picmal, lors de l'hommage annuel aux victimes des attentats de Toulouse. François Picmal, le candidat LFI au municipal, a été hué par une partie de la foule qui l'a qualifié d'antisémite. Vous voyez la séquence. Alors évidemment, je le dis là aussi pour les auditeurs d'Europe 1, il se fait huer, il se fait insulter, anti-juif, on entend Picmal, etc. Dehors LFI, mais... C'est le député Adrien Clouet, qui est de la France Insoumise aussi, de Toulouse, dans de Haute-Garonne, qui se fait conspuer au moment d'aller déposer la gerbe pour la délégation de la France Insoumise. Bon. Il faut, évidemment qu'il y a beaucoup de raisons pour la communauté juive de Toulouse de siffler la France Insoumise, mais il y en a une particulière, en plus des autres, c'est les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il avait dit en 2021 sur l'attentat de Mohamed Merah. Il avait dit, j'ai la phrase sous les yeux, vous verrez que dans la dernière semaine de campagne, on aura un grave incident ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012, ça a été l'attentat de la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Donc c'est du complotisme pur et simple, et c'est surtout une forme de relativisme de ce qui s'était passé en 2012. On rappelle, parce qu'il faut l'avoir en tête, des jeunes enfants juifs ont été tués à bout portant par Mohamed Merah. C'est ça qui s'est passé. Et c'est de ça dont parle Jean-Luc Mélenchon avec cette légèreté. Et puis la famille ne voulait pas, de ces victimes, de ces enfants morts à bout portant, ne voulait pas que la France Insoumise soit présente. Et par ailleurs, à aucun moment, et notamment depuis le 7 octobre, ils ont soutenu les enfants juifs des écoles aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est une célébration de juifs morts. Donc c'est d'une morbidité vous voyez, absolue. Ce qui donne un rayon de soleil quand même. Il y a tout ce qu'on vient de dire sur Picmal qui est très juste. Mais dans cette séquence, il y a aussi Moudenc qui arrive avec son écharpe de maire, le maire de Toulouse, et qui est applaudi. Eh bien, on va voir dimanche ce qui va se faire. Ça, plus cette tribune, ça veut dire que la société civile, voilà, les Français réagissent d'une certaine manière. Oui, mais on va voir. Alors, ce sera autre chose. Mais là, on va voir ce qui se passe à Toulouse. Ça va être intéressant. On va voir ce que va faire les électeurs du Parti socialiste. Est-ce qu'ils vont aller voter pour M. Picmal ? C'est le test absolu de ces municipales. Je ne dis pas ça juste parce que c'est la ville d'où je viens, mais c'est un test absolu parce que ça va montrer ce second tour à Toulouse. Est-ce que la France Insoumise fait suffisamment peur pour qu'il y ait une mobilisation des électeurs, notamment centristes ou abstentionnistes, contre la France Insoumise? Ça va vraiment être un test. Pour moi, c'est une des villes les plus importantes de ce second tour des municipales. Et au-delà de l'idéologie, la personnalité de M. Picmal. Parce que de dire qu'il n'est pas au niveau pour diriger une ville comme Toulouse, 4e de France, c'est une évidence. Il n'est pas formaté, il n'a pas l'expérience, il n'a aucun des paramètres qui lui permettent de diriger une ville aussi importante, notamment avec des décisions économiques qui seront à prendre. Je peux vous dire que les gens d'Airbus... Pour le moment, il y a eu un sondage qui est paru, je crois, hier, aujourd'hui, c'est très serré, mais l'avantage reste à Moudenc. De 2 points seulement. Et c'est ça aussi, au-delà des idéologies, il y a des profils. M. Picmal, c'est quand même le tenant d'une ligne économique très très radicale. Par exemple, je vous donne un exemple, l'été dernier, il y avait les universités d'été de la France Insoumise, il animait un débat. La question, c'était de savoir, est-ce qu'on exproprie les propriétaires de plusieurs appartements, plusieurs maisons, au bout de 3 ou 5 propriétés? C'était ça le débat. Donc voilà sa ligne politique. 3 ou 5 débats, après on les exproprie, on confisque le reste. Ce sont des anticapitalistes. Ils ont un rapport avec l'argent parfois qui est très compliqué parce que eux-mêmes n'en ont pas beaucoup, mais ils veulent surtout que les autres n'en aient pas. Et à l'arrivée, quand ces gens-là ont le pouvoir, tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. C'est au Venezuela, c'est en Russie, etc. Et eux créent une nouvelle nomenclature dans laquelle ils s'en sortent un peu mieux que les autres. Mais c'est ça leur projet de société. On l'a vu par le passé. Donc les milieux économiques toulousains sont évidemment très inquiets. Et là, il ne s'agit pas simplement de droite ou de gauche. Je vois que Maître Najwa El Haïté est là. Et je lui demande de rentrer, et vous la connaissez parce qu'elle est intervenue régulièrement sur notre antenne. Bonjour. Et si je vous appelle Maître, bonjour.
Bonjour Pascal. Ça me fait plaisir de vous revoir. Bah, c'est partagé. Mais vous veniez plus nous voir le matin. Je le regrette, mais... pourquoi vous venez plus? Parce que vous avez beaucoup de travail? Le matin, oui, je travaille pas mal, j'ai des audiences. Oui, maître, sortez-moi de là. Vous êtes docteur en droit public, vous êtes engagé aussi en politique, vous avez été élu à Havre puis à Évry avant de travailler au service de personnalité politique. Et puis, vous avez raconté ce livre d'avocat dont on parlera tout à l'heure. Paris, un mot sur Paris avec Emmanuel Grégoire. Alors, on en a parlé hier déjà. Emmanuel Grégoire qui a expliqué que c'était Emmanuel Macron qui avait appelé Sarah Knafo. Alors, comme on a écouté Emmanuel Grégoire hier, on peut peut-être écouter Emmanuel Macron ce matin, parce que par définition, hier, on ne l'avait pas entendu. Il a quand même, c'est même étonnant, qu'il ait répondu à Bruxelles. Emmanuel Grégoire a maintenu ses propos ce matin. Ah, il les a maintenus ce matin? Ses propos ce matin. Écoutez ce qu'il a dit ce matin sur RTL. Tiens, monsieur Grégoire. Moi, je ne fais pas de complotisme. Moi, j'analyse les faits, je fais de la politique. Des confrères à vous regardent cela de près et je les laisse faire son travail. Et ça dépassera l'enjeu. Ils vous en ont dit un peu plus que ça, j'imagine. Oui, mais comme quand vous travaillez et que vous nous dites des choses, les journalistes, on ne leur répète pas, on vous laisse faire votre travail. Tout ce qui a été fait pour dégager la route de Madame Dati est grave et je le redis, une alternance. Vous maintenez vos propos? Je maintiens mes propos et je le dis, une alternance soutenue par l'extrême droite, c'est une capitulation. Manifestement, il n'y a aucune information qui va dans ce sens, aucun journaliste ne l'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes échangent avec M. Grégoire avant même la parution du moindre article, parce que moi, j'ai pas vu d'article. Mais aucun. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des échanges avant même la parution. C'est quand même assez... Mais aucun, personne n'a dit ça. En plus, Emmanuel Macron... je ne vois pas Emmanuel Macron intervenir dans... Je ne vois pas Sarah Knafo céder à Emmanuel Macron. Oui, en plus, non plus. Alors, Madame Dati, ce matin... Alors, Madame Dati, je ne peux pas vous faire écouter ce qu'elle dit parce que c'est le temps de parole. Mais en revanche, j'ai le droit de vous dire ce qu'elle dit. C'est absolument scandaleux. Comme il ne peut pas défendre son bilan, il vire dans le complotisme. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui prétend être maire de Paris. Il y a un mot qui m'a choqué. Il a parlé de faute morale. Oui. En parlant de Rachida Dati. Enfin, franchement, quand on a fait ce qu'il y a dans le périscolaire parisien, je pense que employer le mot faute morale pour désigner une espèce de complot imaginaire, quand soi-même on a laissé faire ce qui s'est passé dans le périscolaire parisien, la faute morale, elle n'est pas de ce côté-là. Je n'avais pas lu tout à l'heure les messages qui m'arrivaient et c'est vrai que j'aurais pu préciser que la France détient 40% des logements sociaux d'Europe et ça ne choque personne sur le plateau. Il a dit 25%. Oui, mais là, c'est l'information que me donne. La France détient 40% des logements sociaux d'Europe et ça ne choque personne sur votre plateau, me dit, un spectateur, une spectatrice, téléspectatrice qui nous écoute. Donc ça, c'est intéressant. Oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose en France, de ce point de vue-là, qui fait qu'on est une terre d'accueil. Oui. Et tout est fait. Gérard Collomb, je me souviens qu'il disait, les étrangers, ils font leur benchmarking. C'est-à-dire, ils regardent quels sont les pays les plus accueillants au niveau des prestations sociales, du logement, etc. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait un afflux migratoire. Je suis d'accord avec vous, mais c'est peut-être ça qu'il faut un jour arrêter.